Nous étions début octobre 1957. Je rentrais en classe de mathématiques élémentaires. Malheureusement, l'année scolaire allait mal débuter pour moi. Nous étions maintenant, mes camarades et moi-même, dans le dortoir des terminales. C'était un tout petit dortoir et nous étions sans surveillant. Une semaine à peine après la rentrée, je fus atteint d'insomnie. Je passais plusieurs nuits sans pouvoir trouver le sommeil. Les nuits me paraissaient longues et le matin, j'étais totalement épuisé. Au bout de plusieurs jours, je commençais à sentir comme un cercle qui me serrait le front et l'arrière du crâne. Ne pouvant plus tenir, j'allais frapper au bureau du proviseur et je lui expliquai mon état. Je lui demandai de bien vouloir téléphoner à mon père pour qu'il vienne me chercher afin que je puisse consulter mon médecin de famille. Le proviseur, qui doutait de mon état, appela le surveillant général pour avoir son avis. Monsieur Boulareau me connaissait bien et appréciait également mon sérieux. Il confirma au proviseur qu'on pouvait me faire confiance et que si je demandais à retourner à la maison, c'est que je devais avoir de bonnes raisons pour cela. Je n'étais pas collégien à souhaiter manquer les cours par pur caprice. Mon parcours scolaire, les 2 années passées, plaidait en ma faveur. Mes parents furent avertis et vinrent me chercher. Le docteur Pouget, notre médecin de famille, me reçut en consultation. Il me questionna longuement, il m'ausculta, il me demanda si j'avais des idées noires, ce n'était pas le cas. Le docteur conclut de son examen que mon état devait être une des conséquences de l'hépatite que j'avais eue l'année précédente. Elle avait été sévère et elle m'avait fortement affaibli. J'avais également beaucoup travaillé dans les semaines qui avaient suivi pour rattraper mon retard. Il conclut à une asthénie cérébrale. On emploierait aujourd'hui plus sûrement un autre mot, et on parlerait de burn-out. Il affirma que j'avais besoin d'un repos absolu. Il me donna des comprimés pour me permettre de retrouver le sommeil. J'avais interdiction de retourner au collège jusqu'à nouvel ordre, interdiction de lire ou de travailler sous quelque forme que ce soit. Je devais me reposer, sortir me promener au grand air, et cela jusqu'à ce qu'il juge que j'avais repris assez de vigueur pour retourner au collège. Les semaines qui suivirent me parurent bien longues. Je m'occupais comme je pouvais. J'allais pêcher dans le ruisseau comme autrefois lorsque j'étais gamin. J'allais me promener à pied, je partais de la maison et j'allais jusqu'au bois Coutier qui était situé à 1 kilomètre de la maison environ, et je revenais me reposer. Fin décembre, je suppliai le docteur Pouget de me permettre de retourner au collège à la rentrée de janvier. Mais le docteur trouvait que je n'étais pas assez rétabli. Il craignait que je rechute. Finalement, à force d'insister, il accepta que je retourne au collège, mais je n'avais pas le droit de travailler. La seule autorisation qui m'était faite, c'était d'assister aux cours afin de me permettre de ne pas accumuler davantage de retard. J'avais l'examen du baccalauréat en fin d'année et j'étais inquiet à l'idée de ne pas pouvoir me présenter. Je dois dire que j'ai eu une compréhension totale de la part de mes différents professeurs. Tous acceptèrent ma situation. Tous me connaissaient, savaient mon sérieux. Les résultats que j'avais obtenus les 2 années passées dans leurs différentes disciplines favorisèrent grandement leur bienveillance. Seul M. Guittard, le professeur de philosophie, ne m'avait jamais eu en cours, mais il ne fit aucune difficulté. J'assistais donc aux leçons et aux exercices. Je ne faisais aucun des devoirs qui étaient donnés aux autres élèves. Je ne participais pas, non plus, au contrôle. En études, je ne travaillais pas. Cela avait un temps étonné le surveillant, mais il avait été également prévenu, et il me laissait tranquille.
Mon professeur de mathématiques, M. Trescos, avait également été très compréhensif. Je l'avais eu comme professeur en première et il eut une attention particulière à mon égard. Il avait eu une fille très douée en mathématiques. Devenue adulte, elle était décédée à la suite d'une maladie mentale. Cela l'avait beaucoup affecté. Veuf, il s'était, depuis, remarié avec la correspondante espagnole de sa fille. Cela nous avait beaucoup fait rire car un jour, alors qu'il allait nous remettre des devoirs faits en classe, il avait essayé son stylo récalcitrant sur une des copies qu'il allait rendre et il s'était oublié. Il avait écrit Carmen, le prénom de cette jeune femme. Monsieur Trescos était un vieux monsieur tout près de la retraite. C'était sa dernière année d'enseignement. C'était une personne très cultivée. Nous avons pu nous en rendre compte au cours de cette dernière année passée en sa compagnie. Nous avions 2 heures de mathématiques à suivre. Il commençait toujours la première heure en nous récitant un poème. C'était assez étrange pour un professeur de mathématiques. Il y prenait un réel plaisir et nous sentions, au plissement de ses yeux, qu'il aimait ainsi nous surprendre. Finalement, je pus reprendre à travailler après les vacances de Pâques. Il me restait peu de temps pour tenter de rattraper une partie du retard accumulé. Je décidai de concentrer mes efforts sur les 2 matières à fort coefficient de cette série de baccalauréat, à savoir les mathématiques et la physique-chimie. Je délaissai la philosophie comme j'avais pu le faire en première avec l'espagnol, en espérant m'en sortir grâce au jeu des coefficients. Un autre événement nous avait aussi occupés au cours de cette année scolaire. Tous les camarades de mon âge avaient reçu leur convocation pour passer l'examen de la conscription dans l'année de leurs 20 ans. Seul, je n'avais rien reçu. Mon père s'en étonna. Pour cela, dans les communes rurales, le maire faisait passer le garde champêtre qui invitait les jeunes gens à se faire enregistrer. Il n'en avait rien été dans notre commune. Mon père alla se renseigner en mairie. Notre maire n'avait pas respecté la procédure. Il avait lui-même enregistré les futurs conscrits, et il m'avait oublié. Cela risquait d'avoir de fâcheuses conséquences. Je risquais d'être considéré comme un soumis. Je risquais également d'être incorporé, emmené entre 2 gendarmes, et de ne pas avoir la possibilité de bénéficier d'un sursis pour la poursuite de mes études. Mon père alla voir le sénateur de notre circonscription. Ce dernier se renseigna. Les autorités militaires m'avaient effectivement marqué comme refusant la conscription. Il fallut l'intervention du sénateur auprès des militaires et de la préfecture. Le maire reçut un blâme pour ne pas avoir respecté le règlement administratif. Je pus enfin sortir de la liste rouge. Je ne pus pas passer mon conseil de révision en maths. Pour ma visite médicale de conscription, je dus me déplacer dans mon canton de naissance à Saint-Genis-de-Saintonge. Mon père en profita pour m'emmener voir la maison où j'étais né dans le petit village de Bois situé tout près de Saint-Genis. Fin juin, l'examen arriva. La chance qui m'avait assez souvent souri jusque-là ne fut pas au rendez-vous, bien au contraire. L'examen se gâta lors de l'épreuve de mathématiques, qui était toujours ma matière forte avec la physique. Le devoir comportait 2 parties, une question de cours notée sur 10 et un problème à résoudre noté sur 20. Le total de la note était multiplié par le coefficient 9. Je connaissais par cœur la question de cours. J'étais donc parfaitement confiant. Je la rédigeai en premier. Il s'agissait d'un théorème à expliquer. Il était précédé d'un préambule. Après mûre réflexion, je décidai de ne pas mettre ce préambule que je considérais être hors sujet, et ceci afin de ne pas risquer de perdre de points. J'avais déjà constaté par le passé que les professeurs diminuaient la note lorsqu'un élève peu sûr de sa réponse n'hésitait pas à donner de la matière au correcteur en espérant être ainsi certain d'avoir bien répondu. Une fois la première partie rédigée, lorsque j'ai voulu résoudre le problème proposé,
Je n'ai pas compris. J'avais beau lire et relire l'énoncé, il me manquait un élément pour pouvoir commencer la rédaction de la solution. Les 3 heures de composition à notre disposition me semblèrent longues. Finalement, je rendis ma feuille avec le sentiment que quelque chose clochait. Ce qui me réconforta, c'est que je n'étais pas le seul à avoir éprouvé les mêmes difficultés. Très vite, nous avons appris que le problème était infaisable. Une erreur s'était glissée dans la rédaction du texte. Nous n'avions plus qu'à attendre la décision des autorités académiques. Leur parti fut pris de noter la première partie sur 30 points et non sur 10 et d'y appliquer le coefficient prévu, soit un total de 270 points pour celui ou celle qui obtiendrait le maximum. Par malchance, il fut décidé que ceux qui auraient omis le préambule seraient sanctionnés lourdement, car un maximum de candidats avaient bien répondu. En fait, beaucoup furent reçus cette année-là grâce à cette erreur qui ne permettait pas de nous départager en jugeant de nos vraies connaissances. Ceux qui, comme moi, avaient, par souci d'éviter un éventuel hors-sujet, volontairement ou non évité le préambule, furent gratifiés d'une note de 5 sur 30, soit un total de 45 points. La note moyenne était de 135. Cela faisait un total de 90 points à rattraper. Nous perdions tout espoir de pouvoir nous rattraper. Je ne fus donc pas admis. Heureusement, les notes que j'avais obtenues aux autres matières avaient été suffisamment bonnes pour que j'obtienne l'autorisation de me représenter en septembre à la session de rattrapage. Il allait falloir que je révise durant les vacances. J'allais m'inscrire auprès du CNED, le Centre national d'enseignement à distance, qui dispense gratuitement de l'enseignement et du soutien scolaire. J'allais pouvoir ainsi continuer à rattraper les cours que je n'avais pas pu suivre durant l'année scolaire à la suite de mes soucis de santé.